Un petit mot tout d'abord pour rappeler la formule de cette émission. Un poète est à l'honneur que nous entendrons au cours de 2 séquences de lecture, entrecoupées par un entretien qui tentera d'en éclairer le contexte. Puis c'est au tour de ce poète de lancer une invitation à 2 écrivains qui seront appelés à lire également leur propre texte. Ce soir, notre invité est Jam Sacré et il a souhaité convier à ses côtés François Bodert et Bruno Di Rosa. Quelques mots tout d'abord sur votre parcours, Jam Sacré, avant bien sûr de vous écouter. Vous êtes né en 1939 en Vendée. Instituteur, vous partez aux États-Unis en 1965, où vous enseignez la littérature. Auteur d'une œuvre singulière, vous avez publié une thèse sur la poésie française de la fin du XVIe siècle et de nombreux recueils, dont les derniers parus sont Une petite fille silencieuse, chez André Dimanche en 2001, Cœur élégie rouge, réédition chez André Dimanche en 2001 également, et Monsieur l'évêque avec ou sans mitre, aux éditions Le Dé Bleu en 2002. Emmanuel Laugier notait dans un article vous concernant et publié dans le Matricule des Anges que, je cite, « Vous parlez de choses simples, de situations qui n'emmènent pas large, qu'il ne faut pas chercher dans vos livres du grandiloquent, de la salve hermétique, de la gnose poétique, de la complexité rhétorique, du jeu conceptuel, de la révérence métaphysique, du coup de poing brillant ou du naturalisme nostalgique. Non, il y a plutôt quelque chose d'infiniment banal, quelque chose qui est croqué sur le motif, donné dans l'instant et retrouvé dans le temps d'écriture. » Voilà, brièvement esquissé. Maintenant, Jam Sacré, on est un peu impatient de vous entendre. Et peut-être pourriez-vous commencer par nous dire comment vous avez composé ces séquences de lecture, et en particulier celles que l'on va écouter tout de suite. Je vais vous lire une première séquence qui comprendra un ensemble tiré de Écrire à côté, publié chez Tarabuste l'année dernière ou il y a 2 ans, et suivi d'un petit autre ensemble qui s'intitule Le corps qui maintient, qui a été publié aussi récemment aux éditions Mag. Voilà, donc le premier ensemble, Un bruit de fontaine et de langue arabe. Je m'arrêtais à des endroits de la ville pour m'efforcer de mieux connaître des gens qui savent y rester dans une grande intimité avec la pierre et le soleil, et la continuité d'un agréable bruit d'eau, fontaine de la place en face de la mairie, les visages d'ombre et de lumière tellement comme avec, les couleurs de cette ville crépit pareilles que des pisées, les fruits du marché disant, la proximité de vergers, tous ces gens bruits de langue arabe ou berbère, sont-ils pas d'anciens paysans, campagnes qu'ils n'ont jamais quittées et des habits propres, avant d'aller faire un tour sur la place, chemise à col ouvert, la veste un peu longue ou trop étroite, leurs beaux gestes brusques et la lenteur l'entend, le bruit de l'eau, voilà que le tronc des platanes ressemble à celui des eucalyptus à des endroits du Maroc, Aix-en-Provence, reprend du sens, le retour du temps dans le temps plus grand. Comme soudain, si les quelques maghrébins qui sont là, façon d'être et de s'asseoir où personne d'autre sait, soudain comme s'ils partaient parce qu'il est l'heure. Mais c'est pour seulement quelques pas sur la place, les voilà, 10 mètres plus loin, accroupis presque sur le petit bord de pierre qui contient la terre autour d'un platane. 2 d'entre eux restés debout, le grand feuillage de l'arbre les fait paraître à la vraie mesure de ce que peut être un homme, quand le rien et la vérité se lient, dans ses gestes, dans presque l'immobilité, la ville a davantage un air d'appartenir au monde. C'est toujours la même personne qui prend la commande au resto Khéops. Sa chéchia rouge et les vêtements blancs, pas de problème. Aujourd'hui, c'est une jeune femme parure en petite forme de métal doré qui apprête la table. Un tissu noir tient ses cheveux. J'aime bien attendre.
en écoutant la musique arabe, panneaux de moucharabiais devant les murs, une sorte de dressoir en cuivre découpé, un resto pour les touristes, le Khéops. Les Maghrébins du quartier, on ne les voit pas venir là pour manger. J'ai commandé, rien de trop compliqué, poulet, avec des fruits sucrés, tiens, du vin qu'on m'apporte en apéritif, avec dedans les mêmes fruits qui vont accompagner mon plat. Tout le personnel est comme un peu déguisé, mais le cuisinier, sa gandoura bleue chiffonnée, calotte blanche, a l'air tout vrai dans sa démarche d'homme sec et lent. J'ai l'impression d'un passé mal retrouvé, puis tout bascule dans plus de familiarité, à cause que j'apprends, oui, qu'un ami d'il y a quelques années est toujours là 3 soirs par semaine, Driss Lebar, qui écrit une thèse sur la poésie de René Char. René Char, c'est en Provence, et Driss Lebar aussi, étudiant qui travaille au restaurant Khéops, afin que moi j'y mange. Un tissu tendu sur le mur de la rue en face fait que la nuit devient une tente ou quasi. Je m'en aperçois maintenant que j'ai fini. Aix-en-Provence avec un air de fête en Kabylie. Tous les jours, des bonnes heures le matin, les rues de plus en plus étroites mènent à des marchés qui s'installent, c'est comme des jardins intérieurs. Après ces rues d'ombre et d'ocre clair, beaucoup d'eau pour des arrosages, la place de la mairie. Quelqu'un sans blouson neuf à plusieurs couleurs de bleu, parfois pas de chemise ou alors très blanche, regarde comme tenant tout à la bonne distance, avec son visage tranquille et plein de temps pas compté. Quelqu'un qui se tient comme d'autres à l'écart des tables de café sur la place. Aujourd'hui, j'écris assis sur le trottoir et m'étonne de tout un changement. Dans ce dimanche matin, pas d'étudiants, ni les habituels clients. C'est par les vieux maghrébins du quartier que les tables sont occupées. On sent de l'animation plus grande, un bruit de parole. Je me souviens du marché au bourg tous les mardis matins. Mon père y mêlait quelques conforts avec un plaisir plus montré d'autres paysans. Vêtements, loisirs, la possibilité de s'asseoir et de causer. Un confort que les autres jours forcément mesuraient. Alors maintenant j'entends mieux. Le silence d'habitude si grand de tous ces gens venus de l'Afrique du Nord et du temps passé. Un silence comme une parole empêchée, sauf en ces dimanches matins, leur silence et leurs yeux séparés. Le dimanche matin, à 11h, place de la mairie, c'est en fait un seul café qui a ses tables dehors, celui du bar tabac PMU. Toutes les tables, ou presque, ont un murmure de conversation en arabe, les clients, tous avec la même petite tasse à café couleur, de chocolat brûlé, consommation pas chère, certainement qu'on est bien. Sous les feuillages hauts des platanes dont l'ombre et la clarté, des bâtiments qui sont comme de grands visages de pierre, on peut avoir l'impression d'être dans la montagne en pays berbère et dans la fraîcheur de beaucoup d'eau courante et de vergers cultivés. Les gens qui sont là ont souvent des chemises pareilles que celles de paysans. À une table de gens plus jeunes, c'est un mélange d'arabe et de français dans ce qu'on parle. Quelqu'un m'a déjà dit, mais sans l'expliquer vraiment, le manque à savoir être ensemble entre immigrés d'aujourd'hui et les autres d'avant. C'est rien de bien surprenant, comme partout. Le soi-disant passé paysan, pourtant là qu'on entend, et nous autres, qui nous croyons mieux de ce temps. Une maison sert de mosquée dans le coude que fait la rue des Gondreaux. Juste une porte en bois banale peinte bleu-vert et le numéro 5 en noir, avec une fente pour le courrier. Un grand mur ocre et des vêtements qui sèchent devant les fenêtres. Dans le coude, on a un léger élargissement de la rue, mais pas vraiment une place et l'endroit assez fermé, avec le carré de ciel bleu monté haut. J'ai pas vu de vraie mosquée nulle part dans la ville, sans doute, qu'on a fini par transformer ce local assez caché pour en faire une, comme à la sauvette. J'ai pas de respect particulier pour les mosquées, non plus pour les églises, mais c'est plus que gênant de penser, là dans la rue des Gondreaux, de penser à tous les édifices chrétiens partout dans les pays maghrébins, avec porches et clochers, vraiment rien de modestement mesuré. Après quelques années, je retourne à l'Escurial, rue du Puy-Neuf.
Mostapha, le patron, m'offre le café, comptoir, quelqu'un d'autre est là. Paroles pour se reconnaître et des complications de mots pour mettre ensemble. Quelque chose des pays maghrébins et du sud-ouest américain d'où je viens. Les mêmes grands paysages de roches rouges. Les figues de Barbarie, celles que j'ai mangées à Demnat ou dans les territoires indiens. En Tunisie, dit quelqu'un, il en existe une variété sans piquant. Ailleurs, on les brosse et les roule avant de les mettre sur le marché. Puis Mostapha parle de politique et tout, en arabe, en français, moi, les habitués du café, visage, et soudain plein d'animation ou de patience consentie, sourire proche et l'accueil traversé, tout peut continuer. Comme j'arrive toujours un peu tôt, presque personne au resto. Personne, en fait, je me retrouve avec la musique et les grosses faïences. Alors, on est seul, que dit la serveuse en riant. Mais vaut mieux être seul que mal accompagné, sans doute. Sans doute que justement je suis mal accompagné, avec ma solitude et l'espèce de lassitude qui me vient. Comme si je retrouvais l'ennui et le fond du monde. Petite ville marocaine en été, la rivière qui pue. Les gens qu'on ne va pas connaître, soi-même. On se retrouve comme du rien dans le soleil et la rue. Qu'est-ce qu'on voudrait? Pourquoi je ne suis pas content? Si j'arrive à toucher un instant la couleur de temps brûlé, son œil qui brille, d'un paysan maghrébin qui vieillit à Aix-en-Provence, c'est comme tenir la main usée de mon père, sa colère ou son enjouement, rien qui serait moins vrai qu'ailleurs. La serveuse me parle de l'intégrisme qu'elle a vu là-bas, des fermes et des villages, problèmes de partout, peut-être que tous les vieux maghrébins d'Aix-en-Provence ont depuis longtemps choisi tant de séparations, ceux de là-bas, les autres Français dans la ville, tant de séparations d'avec le temps, qu'on dirait. Je finis par être content que personne soit là dans le restaurant. La musique andalouse, un peu lourde et reprise longtemps, ne va nulle part et soudain s'arrête. Mon repas continue, j'en arrive au dessert avec un thé. Content, pas content, si je sais mal accompagner mon temps. Tout se passe entre la fête et la tristesse. J'ai du mal à nommer avec un mot qui conviendrait ce groupe de gens dont je crois parler. La difficulté vient sans doute en premier lieu du fait, on s'en aperçoit peu à peu, comme on s'est aperçu d'abord qu'ils forment une communauté, que rien de si homogène les rassemble. Chacun d'entre eux, malgré des façons d'être que tous pratiquent, chacun a des particularités dans ses gestes ou dans son vêtement, une élégance simple ou guindée, c'est selon, ou comme de l'effacement, quelque chose qu'ils partagent en tout cas avec tous ces beaux bâtiments d'Aix-en-Provence que, dirait-on, le même architecte les a construits et disposés si divers dans la géographie de la ville. De marcher, passant de l'un à l'autre, hôtel particulier, fontaine, et parmi tous ces gens de la vieille ville donne l'impression qu'on te regarde longtemps et du fond d'une longue expérience de la vie. Sur tout un côté, devant le grand mur blond de la mairie, des gens étaient couchés, duvet, couverture, carton. D'autres gens de temps en temps pour leur parler. Avec sa clôture en façade haute, la place ressemblait à comme une chambre en plein air. Aujourd'hui, les enfants de Harki sont partis, le marché aux fleurs aussi. 2 voitures sont garées là, qu'était leur lit. La place a comme, qu'on entend dire, retrouvé son propre. Les tables des cafés sont sorties, bar, tabac, à la cour de Rohan, à la brasserie de la mairie, chacun avec sa couleur de guéridon. C'est surtout aux tables de la brasserie que les gens sont assis, à cause que le soleil les a caressés longtemps. Les vieux maghrébins du quartier se sont remis sur la pierre de la fontaine, ou bien les voilà sans bouger, debout pas loin d'un arbre pour attendre, on ne sait pas, le temps qui va changer, quelqu'un, personne, à qui je peux causer, moi qui ne sais pas non plus, ce que j'attends ou quoi j'ai cru. Vieux paysan moustachu avec un mélange d'habits du dimanche et de tous les jours. Silence ou conversation si longtemps, j'en finis pas d'être étonné, de les voir sans trop les rencontrer, à cet endroit de pierre taillée, de fontaine.
Je pense à comment j'ai mal connu mon père, j'aurais voulu être avec lui dans la parole et le jeu de vivre, et moins souvent dans la colère. Je pense à une fontaine dans mon enfance, une fontaine qui n'existe plus. Un peu d'hésitation pour le choix du resto, le Marrakech m'a semblé trop désert, comme à l'écart trop des gens, lieux et poèmes que je cherche à rassembler dans ces mots. Me voilà, après être passé par la place de la mairie, petite rue sur le côté d'une autre, à la table marocaine. Le patron porte un sourire comme un beau vêtement, il arrange les quelques tables qui sont dans la venelle, parasols verts, des feuillages, un léger treillis de bois peint blanc fait comme si dehors, c'était un jardin qu'on peut aller dedans. Carreaux de faïence en couleur claire, vaisselle, petite géométrie, geste en douceur, pour l'enlever sans rien dire. Écrire me rend comme à davantage de solitude. Personne d'autre qui soit là pour manger et mon tagine aux œufs, si je vais le partager en donnant ces mots qui m'en restent. Un repas marocain dans une rue d'Aix-en-Provence, couleur du thé et des faïences mêlées, au bouquet de fleurs en forme serrée, très rouge, à de la musique européenne, couteau, fourchette, parole aimable qui répond à la mienne sans plus, mon poème perdu quelque peu, je sais pas trop ce que je voudrais dire à propos d'Aix-en-Provence et du mélange de ses habitants, ce qu'il y a d'agréable et de pas satisfaisant dedans, à cause de comme des tolérances trop mesurées, par exemple. Aucun des vieux qui ont quitté la pierre de la fontaine là-bas qui va venir ici, que moi et d'autres qui me ressemblent, qui payons le sourire et les jolies façons du garçon et du patron, ma solitude, autant que la leur, autre façon d'être comme ensemble, un instant. La place est ensoleillée beaucoup, on voit mieux les fleurs du marché qu'à d'autres saisons à cause que les arbres sont nus, platanes dans les mêmes couleurs crues, que l'ocre ou le blanc des maisons. Quelqu'un chauffait son corps tout à l'heure contre le mur de la mairie. Là où maintenant j'écris, je l'ai regardé longtemps. Alors on écrit ses mémoires, que dit un marchand, puis d'autres mots dans la foulée lancés pour le client. Plantes vertes, quelques rosiers, cartons, bidons de plastique, un peu d'eau, et le camion rangé tout à côté d'autres vieux maghrébins continuent d'user le soleil à leur peau tannée. Voilà la personne de tout à l'heure qui revient, son allure comme habillée, en même temps qu'à l'aise, la matinée s'avance. À la fin, le marché va se défaire, le grand type à la casquette va recommencer à charger les pots dans la camionnette, grand geste qu'il a. Un jour, j'ai fini par lui parler pour dire pas grand-chose, évidemment, rien trop plus qu'avec ces mots là venus, le marchand d'à côté continue ses explications, tout ça contribue à cet agréable bruit des voix, l'accent provençal, un peu d'arabe, dans le va-et-vient mêlé de lenteur et d'immobilité longtemps, et bientôt la fontaine remise dans sa pierre nue, maintenant que les fleurs sont disparues. Dans cette ville, on a l'impression qu'écrire est une activité qui vient quand on marche, les rues te prennent, elles t'emportent d'un endroit à l'autre, marchés et fontaines de grands feuillages qui font respirer la pierre et le ciel bleu, théâtre, de plein air, coulisses que font les maisons hautes, la scène, à chaque instant changée, mais pourtant pas quelque chose, et de l'éternité vivante, marcher t'emmène à la fin, sur un banc du cours central ou vers le jardin d'un hôtel particulier du quartier Mazarin. Te voilà comme assis dans les mots, rien de si confortable, écrire, et sentiment qu'en marche encore, on cherche un livre, avec de beaux endroits qu'on y viendrait, par des phrases bruissantes et rythmées autant que peuvent l'être des feuillages et des façades en pierre autour de l'eau des fontaines. Et une petite suite intitulée « Le corps qui maintient ». Souvent, c'est plus rien que pour être dans un poème. Me voilà comme égaré, ou si je fais semblant, parmi des mots trop encombrants et d'autres qu'on peut caresser, entre sourire et silence. C'est bien dans ce poème que tout s'en va, mon désir et la mesure de mon désir. Ce geste de ne pas savoir t'écrire, comment sera-t-il près de toi? À cause qu'on a pensé à quelqu'un dans le plus nu de la nuit,
De la vérité saisit le corps et la pensée, mais des mots qui restent muets. On croit les entendre à nouveau dans un livre qu'on écrit, ou dans une conversation qu'on a, dans une musique. C'est vivre et n'être plus rien, de l'intimité mêlée à l'éternité de chacun, des mots qu'on n'aura pas prononcés, quelqu'un. À des moments, mon corps devient davantage un corps, autant pour mieux te dire que pour t'entendre plus en entier. Mon corps et le tien, sans quoi rien de vivant, ni sentiment, ni pensée, ni cette énigme du désir, ce qu'il est et d'où venu. Le corps qui maintient de l'inquiétude et du bonheur contre la mort. Comme un museau boutant, sans doute rien plus, un grognement de plaisir pas content, à cause que c'est pas vrai ou que les mots malvenants. Ce qu'on entend, c'est comme de la bêtise incongrue qui veut se montrer nue, une bêtise qu'accourue dans tous les mots de plusieurs livres. Est-ce qu'on ne pourra pas lui faire un coin, qu'elle se repose enfin, léchant son poil bourru? Dans la distance, on mesure autrement, comme des sentiments se mêlent aux mots qu'on a, non pas qu'on sache mieux dire ou comprendre, c'est plutôt que tout, et comme touché par le geste au loin de quelqu'un. Et dans la phrase qui emporte, on sait que les mots sont passés par ce tapis de l'amitié, on croit à une plus fine poussière du cœur et que ça fait ce léger fleuri du poème sur le papier. Il y a eu ce moment où je ne pensais plus rien. J'étais mon corps sans savoir ce qu'était mon corps. Quelqu'un d'autre tenait les mots qu'il a dit, la tête contre la tête, et ses mains comme si de la nuit serrées dans la proximité. Je ne sais pas ce qui m'était donné ou retiré, ni ce que fut mon corps, en son mélange de muscles et d'écriture, pour ce quelqu'un qui l'a tenu dans la plus amicale mesure. On a cette chose en bas du corps, on s'imagine que c'est rien, puis soudain c'est tout. D'un coup ça t'emmène, ou comme plus personne, avec les autres, avec toi-même, et jusqu'en des poèmes, en gros gestes balourds. Cette chose au fond des mots toujours, comme un museau, comme une échine, et qui revient toujours avec sa rime en our. C'est peut-être une affaire de pronom personnel. À des fois, je voudrais me laisser écrire comme pour être mieux dans la proximité de ton corps, des mots qui sont que la banalité d'un transport à cause d'une émotion grossie, un désir que c'est mieux de le tenir en des mots plus ordinaires. Ça met le poème au plus près, je finis par le croire, de ça que j'ai pas dit. Il y aura une autre séquence de lecture, J'aime sacré, dans un moment, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu en attendant, et que l'on parle par exemple de la lecture publique, comme celle que vous venez de faire. Quel sens cela a pour vous, le fait de lire devant un auditoire ? Moi, c'est une question un peu difficile parce que moi-même, personnellement, j'ai toujours beaucoup de peine à suivre une lecture de poèmes parce que je trouve que ça va trop vite, j'ai pas le temps de revenir en arrière, je n'en ai pas la possibilité, etc. Hein, et finalement, un petit peu bêtement, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le poète s'y prend pour lire en public. Mais par contre, j'aime bien lire en public, effectivement, alors parce qu'on a l'impression d'être
davantage peut-être dans la proximité du lecteur, le lecteur étant un motif qui hante assez régulièrement mes poèmes. Et puis aussi, comme je l'ai dit dans un article que François Bodert a publié dans Obsidiane, une partie avait été publiée avant dans Revue et Corrigée, autrefois, naguère plutôt. J'ai l'impression avec la lecture de remettre dans le poème une part de son brouillon. Vous voyez, parce que j'aime bien écrire des poèmes, mais une chose qui est très gênante quand j'écris, c'est ce sentiment toujours d'être perpétuellement en train de se censurer, hein, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein, mais de se censurer de toute façon, hein, et de faire disparaître, en passant son temps effectivement à faire disparaître le brouillon, hein, pour laisser ce qu'on appelle à la fin quelque chose qui n'est qu'un dernier état du brouillon, mais qu'on intitule pompeusement poème. Hein. Alors, quand on fait la lecture orale, si on se trompe, comme j'ai fait plusieurs fois, là, en lisant, eh bien, on ne peut rien rattraper. Et donc, je ne sais pas, c'est peut-être une illusion, mais ça me donne un peu l'impression d'être, en quelque sorte, je mettrai le mot entre guillemets, plus vrai, hein, dans le poème lu que dans le poème écrit sur la page. Je sais que vous avez écrit notamment Figure qui bouge un peu en lisant vos textes à voix haute. C'est aussi une manière d'écrire que de lire. Oui, j'ai écrit Figure qui bouge un peu de cette façon-là parce que je venais juste de faire l'expérience d'une première lecture au Québec, à Montréal, pour une nuit de la poésie. Et j'avais été invité à lire parmi beaucoup d'autres poètes. Et je m'étais rendu compte que certains de mes paragraphes ou de mes vers, puisque je mêle vers et prose en poésie, étaient difficiles à dire. Alors, bon... évidemment, je n'en ai pas déduit qu'il fallait que la poésie soit facile à dire ou même facile à lire, mais sur le coup, ça m'avait gêné. Et donc, en retravaillant Figure qui bouge un peu de cette façon-là, j'ai été amené à repenser ou à repeser beaucoup la dimension rythmique du poème, d'une façon tout à fait précaire, parce que, comme vous savez, le rythme en poésie, c'est quelque chose de tout à fait différent du rythme en musique. En musique, en général, on peut noter le rythme, l'indiquer sur la partition. En poésie, le rythme, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas noter, sauf en arrêtant, en écrivant des vers, par exemple, ce qui suppose une pause à la fin du vers, ou un peu avec la ponctuation, ou avec des blancs, etc. Mais enfin, c'est toujours très, très difficile de noter le rythme. Donc, c'était mon rythme à moi que je travaillais de cette façon-là. Bon, le lecteur peut sans doute lire, lui, avec son rythme à lui, je suppose. Mais j'avais beaucoup aimé, hein, cette façon de faire. Depuis, je ne travaille plus comme ça parce que j'ai intériorisé un peu la lecture orale, et donc quand j'écris, je me rends compte assez facilement de ce que ça donnerait si je lisais le poème en question. Vous parliez tout à l'heure de brouillon, d'état brouillon du poème et de dernier état du brouillon du poème. Je voulais vous demander quand est-ce que commence l'écriture et quand est-ce qu'elle finit, si elle finit. Oui, alors en tous les cas, on ne sait pas quand elle commence, parce que quand vous commencez un poème, il est bien évident que vous y avez déjà pensé, plus ou moins, vous en avez rêvé, vous avez fait des lectures, vous allez mettre dans ce poème des éléments qui viennent de votre culture, etc. Donc un poème, il est en quelque sorte toujours déjà là, et c'est parce que vous prenez la plume qu'il commence à se matérialiser sur une feuille de papier.
Arrêter le poème, c'est évidemment aussi très difficile de savoir si on l'arrête au bon moment, hein, ou pas. Moi, j'arrête le poème quand j'ai une espèce de satisfaction d'ensemble, hein, quand j'ai une sorte de plaisir, parce que je pense qu'on écrit toujours un poème dans le plaisir. Donc, quand ce plaisir me contente, j'arrête le poème. Mais il m'est arrivé de republier ma première plaquette de nombreuses années après. Et le problème se posait donc si j'allais la modifier ou pas. Alors j'ai choisi de ne pas la modifier parce que ça faisait trop de temps passé et ça m'était difficile de rentrer d'une façon active dans le poème à nouveau. Mais quand même, il y a quelques petites choses que j'ai changées. Hein, j'aurais peut-être pas dû, c'est à la fois prétentieux, mais voilà, on est prétentieux, oui. On a l'impression, en vous écoutant et en vous lisant également de livre en livre, J'âme sacrée, que vous reprenez toujours une même phrase, savamment hésitant, toujours proche du lecteur. Vous le tutoyez régulièrement. Un même monologue envoûtant et plein de charme. Est-ce que c'est un processus continuel d'écriture qui vous fait vous rapprocher de ce ton familier ? Je pense que depuis le début, si je relis ma première plaquette publiée à compte d'auteur, déjà, parce que j'aime bien relire, contrairement à beaucoup d'écrivains qui disent qu'ils ne relisent jamais ce qu'ils ont écrit, ce que j'arrive difficilement à comprendre la raison de cette attitude. Moi, j'aime bien relire pour voir justement d'où je viens, ce que j'ai fait, etc. Et dès cette première plaquette, il y avait une relation aux autres. Hein, et ça s'appelait d'ailleurs Relation. Et effectivement, ce ton qui m'est venu sans doute de plus en plus d'une familiarité, c'est en fait quelque chose qui correspond à un désir de rencontre. Je pense que de plus en plus que le poème est une affaire de rencontre. Rencontre avec les mots, avec le monde, avec les autres, avec le lecteur, avec soi-même. Et vraiment rencontrer, suppose une certaine familiarité. Donc je pense qu'il y a un lien entre ces deux choses-là. Pourtant, l'écriture se fait dans une immense solitude, c'est vous qui le dites. Oui, mais la familiarité, même la familiarité la plus amoureuse, n'exclut pas la solitude. C'est un paradoxe enfin en tous les cas que moi je vis à chaque instant, à chaque rencontre en fait. Hein, cette impression de proximité qui est en même temps une proximité impossible. Hein, donc ça ne me surprend pas. Hein, ça ne me semble pas étonnant. Vous dites que le verbe écrire est intransitif. Oui, il est les deux. Hein. Pourquoi le vouloir intransitif ou transitif ? Le verbe écrire, si vous le pensez intransitif, le lecteur va le rendre transitif. En le recevant, en faisant quelque chose, en réagissant. Et si vous le rêvez transitif, peut-être un peu trop fortement, il risque effectivement de rester tout à fait intransitif au contact des autres. Non, effectivement, il y a le mot écrire, hein, qui est d'une certaine façon intransitif, mais intransitif comme est le mot vivre, par exemple. Hein, alors, intransitif, dans ce sens-là, ça ne veut pas dire qu'il se replie sur soi et qu'il n'a plus de contact avec ce qui vous entoure. Comment vous vous sentez dans ce qui vous entoure, justement ? Dans le monde qui vous entoure ? Dans le monde qui m'entoure, je me sens aussi bien avec mes poèmes qu'avec mes façons de vivre, un peu, en général, plutôt maladroit. Plutôt maladroit et souvent un peu empêché. Empêché parce que
je n'arrive pas à accumuler, à maîtriser du savoir, à me souvenir avec précision d'un tas de choses, etc. Donc je suis dans le monde qui m'entoure avec une difficulté et des handicaps pour écrire. Mais je dois dire aussi que je suis très touché souvent par l'accueil que me fait le monde qui m'entoure, sans aucune raison vraiment. C'est une façon de s'excuser d'exister? D'écrire? Non, parce que j'ai aussi... c'est un peu plus compliqué que cela, parce que je suis rusé et mal rusé. C'est-à-dire que le monde qui m'entoure, je l'aime beaucoup et je m'en fous en même temps. Vous voyez, ça rejoint un petit peu l'affectivité qu'on voudrait sentir et la séparation qu'on expérimente également. Oui. Il y a quelques articles d'ailleurs qui traitent de vos livres et qui ont pour titre J'aime sacré, le renard. Oui, mais parce que j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Le renard est un mot qui ruse », mais tous les mots sont des mots qui rusent, et toutes les choses du monde sont des choses qui rusent. On est perpétuellement dans la ruse. Il s'agit de s'approcher au plus près et de ne pas s'approcher trop près, souvent. Alors c'est compliqué. Alors, on est amené effectivement à ruser. Je préfère ruser à mentir ou tricher, parce que dans ruser, il y a davantage quelque chose de vivant, mais de franchement vivant. Vous voyez, paradoxalement, il me semble que dans la ruse, il n'y a pas forcément un calcul. Et la ruse nous est, pour ainsi dire, naturelle dans nos rapports et dans nos façons d'être. Si on manque de s'approcher du monde, c'est à cause des mots qu'il y a entre le monde et nous? J'ai fini par considérer que les mots sont aussi des choses du monde, mais effectivement c'est à cause des mots, parce que vous savez bien, il y a ce grand désir de l'homme de vouloir que chaque mot corresponde cratyliquement à une chose du monde, mais tous les linguistes nous ont démontré depuis fort longtemps que ce n'est pas le cas. Donc effectivement, les mots sont responsables de cela, mais enfin, on ne peut pas trop en vouloir aux mots quand même, parce que on peut aussi faire l'expérience que les mots permettent beaucoup de choses, même si c'est souvent dans le malentendu. Ce serait quoi vos mots préférés dans la langue française? Mais j'aimerais bien pouvoir utiliser toute la langue sans avoir de préférence pour tel ou tel ensemble de vocabulaire ou pour tel ou tel niveau de langue. J'aime bien mettre toute la matière langagière dans le même poème. Bon, non, j'ai pas de mots préférés. Vraiment, il y a des mots qui reviennent parce que justement, on réécrit avec les livres qu'on a déjà écrits et petit à petit, on se fait un vocabulaire, on se fait une grammaire, un ton, etc. Alors, même quelquefois, on a l'impression de s'emprisonner dans ces choses qu'on finit par construire. Mais encore une fois, c'est un peu comme vivre. On se fait aussi tout un contexte culturel fait de briques et de broc qui vient de beaucoup de sources et quelquefois on voudrait s'en débarrasser, mais aussitôt on pense que c'est ça qui a été vivant et on se dit qu'il faut faire avec, parce que si on a le désir trop fort de faire avec autre chose, il y a de fortes chances qu'on se leurre et qu'on recommence les mêmes bêtises, en fait. On peut parler de style?
Oui, on peut parler de style. Le style, c'est une chose, c'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup. Moi, c'est un mot que j'aime bien. Dans un petit texte, j'ai comparé le style à l'odeur d'un corps. Hein, je ne sais pas pourquoi chacun a une odeur avec, de son propre corps, comment c'est venu, etc. Et le style, c'est un petit peu comme cela. D'une façon un peu plus pédante, je dirais que le style, c'est l'énonciation dans le texte de celui qui écrit, mais une énonciation qui n'est pas absolument une énonciation individuelle, parce que c'est une énonciation qui se mêle à l'énonciation plus généralement humaine qu'on trouve dans les dictionnaires, dans les bibliothèques, vous voyez, donc le style, c'est ce mélange particulier, singulier quand même, hein, de plusieurs énonciations, à la fois individuelles et collectives. Alors, vous avez longuement vécu aux États-Unis, vous avez baigné dans la langue américaine, et je voulais vous demander, Jeanne Sacré, comment cette langue avait influencé ou pas, avait fait bouger ou pas vos propres mots? Oui, alors j'ai vécu effectivement depuis 1965 aux États-Unis, avec quand même une dizaine d'années de séjour en Europe. Mais j'ai toujours été très mauvais en anglais. J'ai peu lu les poètes américains, quand même un peu, bien sûr, mais pas tellement. Et j'ai un très mauvais accent en anglais. Mais quand même, j'ai toujours vécu donc dans cette musique d'une langue étrangère qui m'entourait, qui m'enveloppait. Et je crois effectivement que ça a eu une influence sur le rythme de ma phrase, peut-être sur la construction grammaticale de la phrase aussi, c'est possible. La langue américaine est beaucoup plus précipitamment rythmée, hein, que la langue française, avec beaucoup plus de temps fort dans le vers. Bon, je ne peux quand même pas dire que je mets vraiment ce rythme. Par exemple, je trouve que dans les poèmes de François, il y a davantage ce rythme précipité avec beaucoup d'accent fort à l'intérieur d'un seul vers, même s'il est court. Hein, donc, mais quand même, ça m'a sans doute apporté quelque chose, oui. Est-ce que vous avez entrepris des travaux de traduction ? Un tout petit peu, je suis un très mauvais traducteur sans doute, hein, mais à plusieurs reprises, on m'a demandé quelques traductions, justement Obsidiane une fois pour un poème, mais j'arrive pas à me détacher du mot à mot de la langue étrangère, donc je suis un très mauvais traducteur. Et le patois dans tout ça ? Ben, le patois, c'est un petit peu comme... vous voyez, je l'ai oublié, mon patois, au début, largement. Quand je retourne dans mon village, je parle un peu patois, parce que ça m'est difficile de faire autrement. Mais je l'ai quand même oublié, et je pense que c'est à cause d'avoir baigné dans la langue américaine que j'en ai retrouvé les vertus. Hein, parce que c'est vrai aussi que le rythme de mon patois, le patois poitevin, est aussi beaucoup plus rythmé, beaucoup plus exclamatif que le français que j'ai pratiqué à l'école. Alors une dernière question, Jeanne Sacré, car on voudrait vous écouter lire encore. Je voulais vous demander si vous vous retrouvez dans l'expression de ce que Jean-Michel Maulepoix nomme un lyrisme perplexe, où il entend qu'une langue lyrique perplexe se reconnaît toujours à une certaine boiterie, et aussi bien dans l'identité qu'elle transmet. Bien. Bon, alors, je suppose que je suis un poète lyrique. Je suis sans doute un poète lyrique par les thèmes, hein, comme on définissait le lyrisme autrefois, au XVIe siècle, le thème de l'amour, de l'amitié, de la nature, etc. Il y avait d'autres thèmes, Ronsard cite le vin, les exploits guerriers, d'autres. Et je suis sans doute aussi un lyrique au sens plus moderne du XIXe, XXe siècle, puisqu'il y a une sorte d'affectivité qui irrigue mes poèmes. Et moi, je ne sais pas si je parle de mon vécu quand j'écris, mais en tous les cas, j'aime penser à mon vécu quand j'écris. Donc il y a un désir
parler de quelque chose, etc. Mais je suis lyrique comme tous les gens qui écrivent, parce que même quand on est formaliste au plus haut degré, on ne fait que jeter devant les lecteurs la passion qu'on a pour la langue, pour les mots, pour les formes, etc. Donc, dès qu'on écrit un poème, on est lyrique. Ou même quand on prétend que ce ne sont plus des poèmes, c'est encore lyrique, c'est toujours lyrique. Mais effectivement, c'est un lyrisme toujours qui, enfin en tous les cas pour moi, donc qui est perplexe si on veut, parce qu'il ne cesse de s'interroger sur ses moyens et sur ses limites. Alors, vous avez fait le choix, Jeanne Sacré, de deux invités, deux poètes singuliers. Peut-être pourriez-vous nous dire, avant qu'on ne l'écoute, pourquoi vous avez convié François Boddaert? Oui, mais j'ai invité François Boddaert parce que François Boddaert est un poète. Je viens de dire deux mots à propos de ses vers et il m'a effectivement introduit à une poésie qui était relativement éloignée de la mienne, qui me semblait plus solide, plus, qu'est-ce que je pourrais dire, plus virile, en quelque sorte, que la mienne. Et c'était la sienne, mais c'était celle d'amis d'Obsidiane, comme par exemple les livres de Christian Doumet, mais c'était aussi les poèmes d'Henri Thomas ou de Fresnaud. Vous voyez, c'était des façons d'écrire qui me bousculaient. Donc c'est une première raison, parce que c'est très important de trouver des gens qui, dans l'écriture, vous bousculent vraiment, et également parce que c'est un éditeur et il a édité deux petits livres de moi, mais qui ont la particularité d'être en prose. Et il m'en demande un troisième, et il demande que ce soit aussi des proses. Donc à nouveau, c'est quelqu'un qui m'oblige à sortir de mes routines et de mes habitudes, et je lui suis très très reconnaissant de tout cela. François Boddaert. Un poème qui s'intitule « Dégangué de doigts d'homme », sous-titré Victor Hugo au camp de Jasenovac. Et le camp de Jasenovac était un lieu de rétention oustachi pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en Croatie, où ont été exterminés un certain nombre de gens. Et en une nuit, un gardien a égorgé tout seul 1500 personnes. Et je fais allusion à la ligne des rats dans le poème. Et la ligne des rats est le réseau organisé par le Vatican et qui a permis, à la fin de la guerre, à une partie de ces bourreaux de partir en Amérique du Sud. La tête enfouie dans le gros sac, elle couine, beugle de la horte, et haletant du ventre, c'est notre histoire, mais elle nous mange. Nombreux les chiffres, voilà l'erreur. À table, avec main regrattier, main expert, main cancre, comme on baffre, plaisir de viande sous le jus, les sorbets, les carafes, vidanger tout à la régalade. Les compteurs n'aiment pas vivre, décompte, recompte, l'âme s'effondre sous les signes, c'est plus ou moins où ça divise, mais les bons chiffres font les bons nombres. Déjà, petit, tu sais tes tables ? Le maître rature, rougement, rage, gardien des règles ou rêche, sévérité. L'élève tient bon point pour tant d'argent compté, sautille vers la cour, lâche au passage 2 pattes sur une mine, il rit sous le préau, troque son bonnet d'âne ancien pour un beau casque à pointe, mais qu'avoir dénombré un siècle sur les bras. À minuit, ma musette, c'est le temps que ronronne le noir. Elle ronflotte cet amour, rouspète, redore, s'endort. L'égorgeur inconnu de la grandeur croate va sa route au couteau à Jasenovac, pauvre camp. Ça regimbe vers Moscou, 1000 platitudes de l'Est, les hordes kalmouks en fête, et ce gel qui gèle rompt les divisions bloquées dans les blés raides. Paulus ajuste de guingois sa police maréchale. La meutée ferraillante, rossée par la misère, ne boira pas l'or sombre de Caspienne. On boulottait bonhomme et on buvait sa pisse ou la vie. Il veut tenir l'hiver en laisse,
c'est un chien souple. Et partout danse au cœur, les trains-trains, les canons, les convois cacardants, nos peuples avaient la gigue en tête. On plantait certains camps bien plus vrais de délire. Les conscrits d'occasion, vicaires aux plaies croûteuses, géraient de gestion folle ces foirailles électriques, gaz à tous les étages, extinction des feux au prolongement du boulevard Saint-Michel jusqu'à la mer. À Paris, je signais des ordres de mission, des branlements, du trafic à la viande, il cognait les tampons, ça voyage. Peser, compter des comptables, diviser sur le parvis des temples les hommes, réquiescentes comme ils peuvent dans la pétaudière des ahans et des meurtres. L'enfant, princesse en châtillon, défaite de ses chairs, guettait la pelle, la pioche, le carroyage et la chasse de verre. Le musée ferme à l'heure, dérision de l'Athènes. Mais violence aux morts, transitoire, ravaudée d'oraison, l'époque, la drôle que de vieux bougres en nous regagnaient l'enfer des langes, leurs mères au corps perdu, joueurs de s'amuser à perte, le crime idiot pour médaille, soupassement de la bête, déchéance. Songeuse abrupte sur la ligne des rats, une lame croate va sa route au couteau, il cogne minuit, c'est Yachenovatch, pauvre camp. La besogne va son cours, enfielée devint tiède. 1453 sous le fil et main nue, parfait acier. Qu'il s'honore le moindre d'entre nous, des orthodoxeurs, des juiveurs, des tziganeurs. C'est son Paris funèbre, au tranchant gorgerin, béni des évêques à deux doigts, Antéchrist Pavélitch. Oh, le champion d'Europe de l'effort solitaire, et si le numéraire coule, liquidité, la chair grille sur la tôle trouée. La peau, pelade chiffrée, l'écorce de chaque peur, grande Vratska vénérable, tourière dévote au refuge de saints spasmes, les 25 carreaux marquetés de ton âme, région sud des Balkans. Mais moins près, on veut pire. L'oiseau, le rat, la grenouille et les flèches vengeaient les Scythes. Il neigeait, on était vaincu par sa conquête. Les pontonniers des blés cognaient la Moscova. Sombre jour, l'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Paulus ajuste sa visière, Tchoukov s'arrage. Il neigeait, les blessés s'abritaient dans le ventre des chevaux morts. Au seuil des bivouacs désolés, on voyait des clairons à leur poste gelés. Le maître contre les pieds et rougemment en rage. Aux portes du Kremlin, les petits pères tranquilles bêchent des tombes aux poètes. Passez, embuscailleurs. Les lèvres, le front plein, hésitent, part au combat. Il neigeait des clairons au seuil des chevaux morts. Pour la première fois, on voyait des bivouacs. L'aigle baissait la tête dans Moscou tout fumant. L'histoire bat en retraite. Paulus enfouit sa tête dans le gros sac. Les clairons de l'Empire couinent aux morts et les panzers, glacés comme les pontonniers, cacardent sous le préau. L'enfant passe un doigt sur la lame qui saigne. Le malingre au moncule, cognant ses blocs dans la longueur du rift, étincelle, claquement, grogne, sa paume, voilà du sang dessus, goutte, il lèche, barre au front sa liqueur. Plan de frappe, éraillure, cône des percussions, déjà Yachenovatch, campement et la meute, cette première notre lame déganguée de doigts d'homme, frais, jeune, coupant vestige, mais qu'avoir dénombré l'espèce sur les bras.
vous rejoignons Jam Sacré pour une seconde séquence de lecture. Qu'est-ce que vous nous avez préparé cette fois ? Alors, je commencerai par lire une petite série qui s'appelle « On a traversé des territoires indiens », surtout à partir de voyages faits dans les territoires Navajo et Hopi, dans le sud-ouest américain. Et puis ensuite, la deuxième partie d'un livre à paraître aux éditions du Temps qu'il fait, qui s'intitule « Si le poème y comprend quelque chose ». Et ce sont des poèmes qui accompagnent des photos de Laurent Gaspard et qui sont allés se promener sur les lieux où Laurent avait pris ses photos, dans la vallée de la mort et le désert peint et d'autres lieux. On a traversé des territoires indiens. Maintenant, le soir et la fraîcheur, la montagne a ses couleurs plus douces. Les arbres sans, dans un moment de parfaite immobilité, on entend le bruit courant que fait la rivière Frémont. Je lis dans quelques livres des bribes d'histoire concernant les Indiens Paiutes, leurs démêlés, avec les Mormons puis les Navajos, dans leur minuscule territoire, à peine s'ils sont reconnus. Quand même, ils sont là, demain, depuis longtemps. J'apprends que, par exemple, c'est leurs mains qui font tous ces paniers, la plupart en tout cas, pour les cérémonies Navajo, pour le tourisme aussi. Les Paiutes, qu'on n'entend pas beaucoup, les mots d'un livre, le bruit de la rivière Frémont. Le jour qui vient, il n'y a pas d'Orphée qui chante, que des touristes qui regardent, mais le monde se donne quand même, parmi de grandes roches debout, de la couleur, comme une joue, comme un feu lent, et soudain c'est le jour, aussitôt ça n'est plus, que banalement le jour. Un corbeau crie dans la Monument Valley. À un moment, on entend aussi le bruit de moteur des jeeps qui sont partis pour les premiers tours guidés. À Tuba City, des Indiens Paiutes vendaient, le 16 juin dernier, en l'an 2000 de la chrétienté, de beaux tronçons de peuplier cottonwood. On m'a quelque peu expliqué pourquoi. Et si je ne suis pas sûr d'avoir compris vraiment, me voilà content d'en emporter un chez moi. On est touriste et sur la route qui va, du camping Hopi jusqu'à Tuba City, un peu avant l'entrée dans le pays Navajo, on passe par une grande étendue de prairies. Pas tant d'herbe, mais la couleur de vert s'étend jusqu'à très loin, parmi les quelques genévriers bas, jusqu'à toucher le ciel où l'on voit la forme de San Francisco Peak. Est-ce qu'on entend passer, entre l'herbe et le vent silencieux, un vol de Katsina qui s'en revient, mais comment voir, de la dernière journée de prière et de fête Hopi, pour appeler la pluie? Il n'y a que 2-3 corbeaux lents à un endroit de la route. On se voudrait dans la compagnie d'esprits fabuleux, touristes qu'on reste, il n'y a que des esprits familiers. Chaque chose du monde est-elle pas un masque de Katsina? Dans le pays Navajo, on ne s'attend pas, matin de bonheur, à tous ces cris de coq dans le lointain. On a pourtant vu des chèvres et des moutons, parmi l'étendue qui a d'énormes roches debout. Tout un troupeau broutait le terrain de football à Boulding. Il y a de très légers champs cultivés, un peu de maïs pousse. Dans le fond du canyon de Shelley, faut prononcer Tché. Et puis des chevaux tranquillement là, au grand carrefour sans forme, station-service, trading post et Burger King. De la ville de Shinley, les coqs vont rechanter demain matin, on oubliait tout le travail paysan des Indiens. Les maisons-villages de Chaco, venus de si loin dans l'histoire, on ne sait pas grand-chose. Si les Indiens d'aujourd'hui savent plus, gardaient-ils dans leurs paroles et rituels le souvenir de cet endroit, avant que d'autres hommes le retrouvent et l'arrachent à la terre, aux buissons qui le mangeaient? En tout cas, ce long mélange de silence et de pierre dit bien que l'histoire des Indiens, c'est rien de simple, et peut-être pas ce que seraient des réponses à toutes ces vaines questions de pourquoi et de comment qu'on trouve dans les expos et les dépliants pour les touristes blancs. Va-t-on pas encore leur dire aux Indiens ce qu'ils étaient, après leur avoir dit sans vergogne et si souvent ce qu'ils sont? Entre Rayton et Wagon Mound, les terres sont montées haut, en voyage, comme à travers de grandes pluies qui joignent les nuées à l'espace vert du plateau, avec des bleus fins à des endroits de l'horizon. La route, en fait, comme en plein ciel et terre,
il y a dans le paysage une très légère écriture de fils de fer barbelés et d'éoliennes, et la ponctuation de quelques arbres en taches vert plus foncées envoie des fermes, des troupeaux très loin sont dans l'immobilité paisible du temps. On pense à des bisons éperdument courants à travers les orages et la prairie, dans un autre temps disparu, immense et disparu. Si le poème y comprend quelque chose. À Holbrook, on est tout près, le plateau, parcouru de vent, le ciel emporté nulle part, si près qu'on se demande comment ça pourrait être un désert là où l'on va, même si la ville se défait dans la solitude, comme un monceau de vieux cartons, débris, de panneaux publicitaires, les restes d'une ancienne route réduite à des tronçons, la route 66, ça ressemblerait presque à tous ces morceaux de forêt pétrifiés qu'on vend, je les imagine là-bas, si peu loin, si, dans le temps démesuré qui mêle l'origine du monde à de petits commerces sans forme, Holbrook ou déjà le désert, avec un vieux cinéma délabré, sa route 66 oubliée. Je regarde des photos qui m'accompagnent, retour à des endroits connus, croit-on, mais n'en reste qu'un brasillement de couleurs dans la mémoire et l'immense mouvement du ciel qui fait aller ses bleus et ses nuées comme une caresse exaspérée à tout ce paysage d'été sec et d'arbres pétrifiés. Des photos que les nuages n'y bougent plus, leurs couleurs aussi pétrifiées. Quelque part, un œil méduse opère et c'est nulle part, entre le temps qui n'existe plus et le paysage arrêté, son œil de pierre aveugle, celui de l'appareil photo ou l'œil d'encre du poème arrêté. On va dans le désert comme dans un musée, faut payer à l'entrée. Ensuite, on passe d'un site à l'autre, chacun son nom, oui, comme des salles de musée en plein air, et tu vas pas te perdre. La route emmène à travers les belles couleurs de sédiments d'hiver, disposés en buttes douces que le temps ravine encore. C'est comme un fauve de marne et de feu qu'on aurait domestiqué. De temps en temps, tu rencontres d'autres touristes, comme au musée ou dans un zoo. Mais l'œil de l'appareil photo touche à des formes de solitude, à du silence, et choisit d'ignorer tout ce mélange, tout ce ménage et des façons qu'ont les hommes de faire semblant de savoir et d'utiliser. Il mêle, au-delà de ce qu'on peut comprendre, ces remuements de couleurs qu'à la terre, rien bouge, à l'immensité sans fond du ciel, le musée, quand même est vivant, comme au-delà du vivant. Un immense moutonnement rouge au loin, après la pente en sédiments verts, gris sali de noir et le rouge du plateau, d'où on regarde, si on est vraiment là, parmi les buissons bas, les herbes. Des fleurs jaunes se défont avec un reste de longue barbe vert clair presque blanche, odeur de résine des petites feuilles froissées, probablement des cliff roses. Traduire ferait-il pas comme un flou sur une photo? Je préfère garder toute l'en-allée du paysage avec ce détail mal identifié au premier plan, mais net. Parfois, des graminées ont un reflet pelure d'oignon dans la lumière. Sur le côté droit, des laves noires se mêlent à des cendres claires blanchies ou brun rose avec l'ombre d'un oiseau qui glisse sur la pente. Aujourd'hui, ce n'est pas le ciel chargé d'orage, tel qu'on le voit sur les photos, et que l'œil du photographe a vu parfois très mince au-dessus, de grands blocs d'arbres devenus comme les marbres, des cosmatis, ou comme d'autres de l'époque baroque en Sicile. Rien de si noir et bleu, un grand ciel clair. Traversé de vent, aujourd'hui, les photos seraient différentes, demain encore. Et voilà que ça me semble vain d'aller vérifier je ne sais pas quoi, alors que ça pourrait suffire de s'en tenir à ces photos. Elles sont là, pas loin, rangées, pour écrire. Ce que les photos montrent, ce sont des couleurs, plus que des choses dessinées. Mais l'arrangement de ces couleurs dit que l'œil du photographe les a choisies. Maintenant que j'ai revu le semi-désert américain dans son étendue, qu'est-ce que j'ai pu vérifier? D'un endroit précis du monde à son image en couleur, qu'est-ce qu'on pourrait vérifier? La mince couverture de terre sombre sur le plateau parmi les herbes,
Plus loin, les mêmes choses, vues autrement. Les formations de l'érosion descendent là devant et font en bas une cuvette comme avec des vases séchés. Rouge de briques usées et des roses blanchâtres plus bas, gris-bleu dans le haut de la pente avec des touffes d'herbe. Très au loin, la ligne d'un autre plateau et les reliefs que font quelques buttes. Il y a des sortes d'amas terreux dans un effondrement du plateau. La cendre verte d'un peu de végétation sur la mesa s'en va se perdre dans le grand bleu tendre et presque froid ce matin. Sagebrush, une armoise et quelques bouillées d'herbe sur ces renflements sombres. Certains de couleur plus claire au sommet, quelques touffes basses de genévrier. J'ai pensé que Laurent Gaspard photographiait ses propres livres dans ces couleurs de désert. Il y a eu le plaisir, et je ne sais plus si c'est en regardant les photos ou parce que je suis revenu là où l'appareil a mesuré de la lumière et du temps, le plaisir de rassembler des mots, mais si peu, et leur couleur comme un silence, qu'on peut se demander comment les voilà qui vont se mêler à ce que l'œil du photographe a vu autant qu'à la matière de ses clichés. Le plaisir d'écrire pourtant les mots comme aussi façon d'avoir été, où rien ne se comprend. Sur une avancée du plateau, comme au-dessus d'un autre plus bas, une touffe buissonneuse et son odeur de thym, le vert plus clair de quelques herbes, l'autre étendue en bas, plus nue, comme des vases parcourus d'écoulements d'hiver. On est parmi des collines marron-rouge, gris-cendre au sommet, petites touffes de verre là-haut, des formations blanches en falaises ravinées au sommet d'autres. Plus au loin, des buttes presque noires, le silence avec parfois la voix de touristes qu'on ne voit pas. Un genévrier garde son verre dans un branchage comme en bois mort sur la pente. Les couleurs d'herbe du plateau sont roses au loin, à cause que la terre est rouge sous le maigre couvert des plantes. En fait, ces couleurs dans les photos de Laurent Gaspard sont-elles pas, plutôt que celles du Painted Desert ou de la Death Valley, les couleurs qu'il a cru mettre dans ses livres, avec des mots qu'on ne sait plus, s'ils sont de l'ombre ou de l'été qui brûle, où le monde a disparu. Je n'ai pas repris les photos depuis quelques semaines. Le voyage a continué à travers d'autres espaces cultivés et tout peuplés de carrefours et de pueblos, d'endroits presque perdus, Las Trampas ou Chimayo, Dixon avec un vieux monsieur qui arrose, un jardin nourri de vers et de fleurs. Mais ces derniers jours, on est à nouveau dans les grands rouges rocheux. J'ai pensé à Sol absolu, un livre du photographe. Avec le poème vient toujours une façon d'avoir quelque idée morale ou des phrases pensées. Même si on dit les mots tout littéralement, c'est toujours dans un arrangement pas innocent. Ce que voit l'appareil photo déborde mieux ce que l'œil pense. Quelque chose de plus entier est donné, ou si je ne sais pas m'y prendre, avec mes encombrements de mots. Sur une des photos, où l'on voit tout un ravinement parmi de la roche couleur de sable clair ou de marne sombre, selon que l'ombre et la lumière y passent ou s'y maintiennent, dans le graphisme compact de cette photo, il y a à l'extrême coin supérieur droit un léger triangle de bleu, comme si on avait corné la photo. Et peut-être que le photographe enlèverait ce bleu pour un tirage définitif du cliché. Je préférerais que non. Il est comme un Orient, comme le ciel du monde entier, qui vient se prendre en l'écriture illisible de ce lieu longuement tourmenté, s'y prendre et toucher à ce qui meurt dans l'éternité. Peu à peu, je vois que les photos vont par série. Le photographe s'est avancé parmi le corps de l'étendue rocheuse, parfois, comme donnant dans la distance l'amplitude et les buttes du plateau, à tout un ciel de grande mouvance au-dessus, parfois, comme s'il allait mettre son propre visage qu'on ne voit pas, contre la peau, ses ravinements de marne éboulés dans le sec d'une pente brusque et sa couleur comme un sentiment. À d'autres fois, la prise de vue n'est qu'un moment de solitude et de quasi-vide, comme une photo sans rien qui la continue à son verso.
On suit à gauche une longue ligne de dunes blanches. De la route à là-bas, la créosote est partout. D'autres herbes brûlées font une couleur orange rouillée dedans. De grandes touffes tordues par le vent à un endroit, leurs verres montés haut sur des sortes de pieds de terre et racines tiges mêlées. De l'autre côté, la montagne basse, parce qu'au loin, parfois presque noire et comme violentée, avec de temps à autre une traînée de rouge-rose ou de la couleur mal douce entre orange et cendre. La créosote ayant disparu, c'est toute une étendue de touffes diverses qui font une couleur verte éclairée de lumière rase jusqu'au pied des montagnes sombres au loin. De grands laits de terre ou de sable brillent comme une sorte de chotte à gauche. Zabriskie, presque du jaune, le peu de rose plus près, mouvementé de noir et de gris. Et la courte pointe du rocher sur un fond de violet brumeux dans lequel brillent au loin les étendues de sel. La régularité des arêtes sur une pente, de longues échines basses et noires ailleurs dans la vallée, et qui montrent parfois violemment une vulve rose et rouge. Des verres de sulfate ou du rose acide avec des joues de rouge orangé, parfois tout un ensemble de marron et d'ocre, les noirs, des blancs de jaune crémeux sur des fonds qui tournent au violet, en contrebas, sur le plat, les grandes étendues salines qui vont disparaître dans la nuit, comme on tourne la page d'un album photo. J'ai pris quelques notes sur le motif à cause des couleurs que je voyais au paysage. Je les relis sans rien voir, et pire, je n'entends pas de bruit dans ces mots. À l'évidence, rien d'une photo prise et pas de poème écrit non plus. Alors que voilà bien de vraies couleurs sur les clichés qu'on m'a donnés. Me remettre à produire des notes en les regardant, si ça ne serait pas répéter l'échec éprouvé là-bas quand j'avais devant moi le rocher de Zabriskie Point, avec autour ces allongements de fines échines solides, malgré qu'on s'attendrait à les voir s'ébouler. C'est peut-être aussi que l'appareil photo, malgré des mesures pour les contrastes d'ombre et de lumière, pour le cadrage, s'en tenait quand même, par un phénomène tout physique, à la matière là devant. J'ai voulu croire que le paysage même m'allait donner des mots, et peut-être en effet qu'il me les donnait, mais je n'ai rien réglé, j'ai mal cadré, me voilà avec un poème flou. On regarde ces photos et c'est possible de penser le mot désert. À Zabriskie Point, on peut avoir l'impression d'être au bord de nulle part. Or, on est tout près d'un centre d'accueil pour les visiteurs, et même il y a sur la sorte de terre-plein d'où on regarde un panneau avec des explications. Plus loin, un petit centre commercial avec un motel et une piscine. Puis, au-delà des ruines d'un ancien site minier, un vrai bourg du Far West, avec ses églises de travers, un resto-casino, une brocante, l'ombre d'un grand cottonwood, un peuplier, à l'entrée d'un parc public grillagé, et tout le reste, dans une impression de désordre. Ces photos sont-elles pour autant des mensonges ? À Zabriskie Point, on peut avoir l'impression d'être au bord de nulle part, ne fût-ce qu'un moment, entre l'arrivée de plusieurs touristes et le départ d'autres. La photo ne ment pas. Elle montre bien ce qu'on voit. Nulle part n'est jamais si loin. Et le désert est partout, si tu sais bien cadrer. On n'accompagne sans doute pas des photos, ni des paysages, on les regarde. Et les mots peuvent bien venir de ce regard, on le devine à travers le vocabulaire employé. Mais comment touche-t-il à ces paysages, à ces photos ? Dans Sol absolu, il y a des listes de plantes, des noms de couleurs ou des notes concernant la géologie, des citations d'anciennes paroles. Et c'est comme un dictionnaire hors du temps, le monde comme un ensemble de signes. Pour saluer ce qui ressemble à ce livre dans les photos que prend son auteur, j'aurais pu recopier ce que dit le panneau devant le rocher de Zabriskie Point. Énumérer les différents âges culturels des Indiens Shoshones qui ont si longtemps vécu dans ce désert, jamais loin des forêts sur les hauteurs qui le parcourent, ni de quelques violentes cascades en d'étroites failles rocheuses. Ou faire la liste de plusieurs plantes rares, on découvre leur forme étrange au musée du centre d'accueil. Non, ça n'aurait rien d'absolu. C'est pourtant pas banal non plus ce mélange de géologie comme d'avant l'histoire et d'événements récents. Les Shoshones sont disparus. Il y a eu les travailleurs chinois pour l'exploitation des mines de borax sous la surveillance de M. Zabriskie.
Il reste quelques traces de trémies et de grands chariots pour les attelages de mules. Et maintenant tous les touristes, l'histoire, comme si tout le sol de la région n'était plus qu'une minable carte postale à reproduire. Mais les photos de Laurent Gaspard savent encore montrer la matière de ce qu'on n'entend plus, si mon poème à côté est un touriste incongru. Le moment est venu de nous dire pourquoi J'aime Sacré. Vous avez souhaité que Bruno Di Rosa soit également avec nous pour une lecture ce soir. Bruno Di Rosa, c'est que je l'ai rencontré chez un éditeur commun, qui est Djabel Masca, chez les éditions Tarabuste, il y a déjà pas mal d'années. Et Bruno a publié plusieurs petits livres là, où il se fait remplacer par un petit carnet bleu. Il a un principe curieux qui est d'écrire chaque jour une page et pas plus sur ses carnets bleus, et cela donne ses livres. Alors il y en a 3 qui sont publiés, 4, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne le sont pas, et j'aime beaucoup d'abord ce côté contrainte qu'il se donne et le rapport qu'il a au langage en même temps qu'au monde, et la commune difficulté qui le mène à parcourir les deux d'un même pas. Voilà. Bruno Di Rosa. La page est mécanique, le soleil aussi regarde le bout des choses, comme tous ceux qui pensent. On écrit avec ses doigts, les mains sont encore d'une grande importance. On pourrait toujours lire et parler, écrire cependant réunit les deux. Un doigt s'enfonce dans la matière inerte, on est passé par là, on repassera encore par les voies désertes. La petite histoire continue sous un ciel rempli d'une lune rose. Un matin s'élabore et la forme danse ainsi, sans soutien, en fin de compte nue. La forme est partie, une fumée s'élève un instant puis retombe, avec à la main une histoire. Puis tout glisse des doigts, le matin décline, le sol couvre les pas, et l'histoire s'enlise dans une forme incertaine. Les cloches sonnent, c'est dimanche aujourd'hui. Dans la ville immense s'entendent encore les cloches de midi. Les feuilles de l'arbre brassent dans le vent, il n'y a rien de plus au loin, sinon qu'un soleil qui coule des jours paisibles. Tout passe, le ciel aussi repasse et, dans la main qui s'ouvre, l'ignorance est entière. Un jour tout finira, le ciel s'étendra, le sol aussi, à vrai dire, se répandra et s'endormira. Il n'y a rien sur la terre dans le ciel d'irremplaçable, nous sommes un et un autre, chacun continue sa route, beaucoup se perdent en route. On écoute ceux qui sommeillent, nous avons 2 oreilles, mais elles ne suffisent pas, il en faut une 3e qui retient son souffle. Nous sommes allés nous promener le long de la Vilaine, remontant de Guichin à Lélé. C'est une jolie promenade, les arbres sont tous beaux. La rivière a une bonne largeur, la seule chose qu'on peut regretter, c'est son immobilité. On dirait une masse sans vie, sans destinée. Elle va de nulle part à nulle part. Heureusement qu'il y a la pluie, les gouttes, tombant, nous rappellent que c'est de l'eau. Il a donc plu un peu. Ce n'était pas méchant, un petit grain qui n'effraie personne ici, et je me souviens que le pharmacien à Marseille, quand nous lui avions dit que nous venions nous installer en Bretagne, a dit « Oui, c'est bien, c'est une belle région, les gens sont cool, ils sont assis aux terrasses des bars, sous la pluie, ça ne les dérange même pas. » Moi, je n'avais pas trouvé son commentaire très drôle, mais il avait raison, la pluie, dans une certaine mesure, ne dérange personne.
C'était une jolie promenade donc de dimanche après-midi. Nous marchions sur le chemin de halage qui longe de belles propriétés sur une terre mêlée de graviers, bordée de buissons du côté des maisons, d'herbes, de roseaux, de nénuphars du côté de l'eau. En face, il y a des bocages d'où nous parvenaient des meuglements et parfois quelques coups de fusil. Il y avait du monde qui faisait la même balade que nous. Il a fallu plusieurs fois se ranger pour laisser passer des vélos, dire bonjour presque à chaque rencontre, puis ma fille voulut regarder dans le seau d'un pêcheur et il n'y avait malheureusement qu'une dizaine de petits poissons assommés. C'est bien agréable de marcher le long de la rivière, ni ça ne monte ni ça ne descend. Il n'y a pas à se demander où on va, on suit le fleuve, c'est tout droit. Cependant, à un moment, il faut se poser une question. Quand ferons-nous demi-tour ? Il y aurait toujours un mètre de plus à faire, mais chaque mètre, en vérité, en vaut 2, puisqu'il faudra le refaire pour entrer. C'est une promenade à une seule question, et sans surprise, si ce n'est qu'on a plus avancé qu'on le pensait, et le retour fait presser le pas, car la nuit tombe vite, en automne, quand le ciel est bien chargé. Le corps gris remplace l'ombre autour des mots. Là-bas, il y a ceux qui rient, là-bas, il y a ceux qui pleurent, et l'averse gronde les jours éteints. Il n'y a pas de souvenir, tout ce qui s'est défait a rejailli, nous sommes tombés par hasard et nous nous sommes relevés sans savoir pourquoi. La cloche casse le mur qui résonne, tout doucement, sans s'appesantir. On est une ombre et on voudra un partage, on passe de l'un à l'autre, mais tout s'efface à notre approche. Point qui passe, le ciel est défait, tout se fait, tout recommence, et le ciel, presque parfait, nous dit qu'il est immense. La place recommence, le jour est seul, et seul sur la glace se remplissent les yeux. Yeux de larmes qui grossissent, jour entre tous les jours, dur moment qui ne dure que ce que l'on peut en supporter. À nouveau, là, on s'ennuie. C'est bête, mais autant le dire franchement, je n'ai plus la tête à, je n'ai plus de tête. Je regarde en dormant ce qui passe autour de ma tête. Les uns et les autres s'en mêlent et se répondent. Beaucoup de gens flânent aussi, c'est vrai. Il fait beau, le soleil boit la rivière qui va au loin aveuglément. Une tour regarde le ciel, tout disparaît là-haut, et dans l'azur qui change, chantent encore les oiseaux. Qui aurait dit que je sois encore ici ? N'est-ce pas miraculeux ? Tout continue en ignorant ce qui se présente. C'est le soir qui maintenant teinte le ciel, une fine vapeur s'élève de la terre, reste à mi-hauteur. Je sens cette humidité, le froid est autour de moi sans me refroidir. Je suis bien, je n'espère plus rien. Là, une main moite, là, un matin. Là, le jour est pour toujours se transformer. Mais là n'est jamais vraiment formé, toujours, en ce qui vient, se dit ce qui s'en va. Là, en étant un homme trop mûr déjà pour mourir de rien. Mais là, dans l'infini qui tombe journellement et qui nous étonne par sa simplicité, sa vacuité, son inébranlable impuissance, là nous nous dressons, honteux et d'humeur belliqueuse. La page est tournée, le jour est sans morale, et le temps qui l'accompagne ricane de nous voir tomber. Le temps calme gouverne la terre. Ce qui se présente ne change rien, on s'affranchit du mieux qu'on peut, on n'a rien à décider, juste à montrer patte blanche et passer, avec l'assemblée, où va le mouvement. Un peu d'espérance et une chambre doucement réveillée, une fois pour toutes, les mains sont discrètes, on va comme on peut et on résiste avec ce qui nous reste. Il faudra se souvenir du soleil qui se lève, du jour qui respire et du soir qui glisse dans la nuit. Il faudra se souvenir des sentiers dans les bois et des bois où les arbres n'ont pas d'âge, ainsi que les feuilles qui craquent sous le pas. Il faudra se souvenir de tout ce que nous avons vu, en quoi nous avons cru et qui nous a conduits, l'espérance dans une main, la peur dans l'autre. Il faudra se souvenir des amis, des passants dans la rue et des rues bien sûr. Il faudra se souvenir de tout ce monde éternel et sans âge, qui regarde sans penser et qui tourne sans se lamenter. Il faudra se souvenir de la lune, vive ou pâle au fond des yeux, inconnue parce que sans fin, les cieux roulants,
les nuages gris-blancs, le ciel large enfin. Il faudra se souvenir de tout ce qui nous entourera là, alors que nous serons tapis sous terre, pour une raison ou pour une autre. Quand il n'y a plus rien à écrire, c'est ceci qu'on a envie de dire. Une forme et une forêt déjà passées par là. Le mystère est dans les liens, la vie dans les plis. Ce qui nous réunit, ce qui nous sépare, ce qui fait de moi un homme, de toi un autre, ce qui fait pour l'un comme pour l'autre une sombre envie. Le sommeil recommence, la parole descend en sens inverse, mais le sommeil me prend, je ne sais plus très bien ce qui me prend. Les références de texte de mes invités de ce soir, de Jam Sacré, on pourra lire Un paradis de poussière chez André Dimanche, ainsi que Mouvementé de mots et de couleurs aux éditions Le Temps qu'il fait, avec des photographies de Laurent Gaspard. De François Baudert, on pourra lire également Consolation, délire d'Europe aux éditions La Dragonne. Quant à Bruno Di Rosa, on peut lire le tome 31 de Le Carnet bleu aux éditions Un certain sens. Surpris par la poésie, Laurent Fracchia, Armel M, Bernard Legac, Bernard Treton, Franck Smith. Prochain rendez-vous au centre Georges Pompidou jeudi 12 juin. Je recevrai Chloé Delhomme et ses invités Laure Limongi et Emmanuel Rabu. D'ici là, faites de beaux rêves.